Pendant 300 000 ans, ils ont dominé l'Europe de l'âge glaciaire. Ils chassaient le bison de face avec des lances d'estoc. Ils enterraient leurs morts, se paraient de plumes et gravaient des signes sur les parois des grottes. Ce n'étaient pas les hommes des cavernes brutaux de l'imaginaire populaire. C'était quelque chose de bien plus remarquable. Et puis ils ont disparu. Depuis des décennies, nous reconstituons l'histoire des Néandertaliens comme espèce. Mais il y a une question que la science n'a commencé que récemment à poser de façon directe. Que savons-nous vraiment des femmes néandertaliennes? Pas des Néandertaliens en général, des femmes précisément. La réponse, en réalité, est profondément troublante. La recherche sur l'ADN ancien a avancé très vite durant la dernière décennie, et ce qu'elle a révélé sur la vie des femmes néandertaliennes va bien au-delà de la biologie. Cela touche à la façon dont leur société était organisée, à la manière dont elles passaient d'un groupe à l'autre, et au rôle qu'elles ont joué dans le lent et discret effondrement de toute leur espèce. Ce n'est pas une histoire de bataille ni de peste. C'est quelque chose de plus subtil et, à bien des égards, de plus dérangeant. À la fin, vous ne verrez plus jamais les Néandertaliens de la même manière. Commençons. Avant de commencer, dites-moi de quelle région du monde vous venez. Laissez un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pendant longtemps, les scientifiques ont fait une supposition sur la société néandertalienne qui semblait raisonnable au premier regard. Ils pensaient même que les rôles de genre étaient à peu près familiers. Les mâles chassaient, les femelles cueillaient, s'occupaient des petits, restaient plus près du camp. Une division du travail qui reflétait ce que les premiers chercheurs projetaient aussi sur les anciennes sociétés humaines. C'était une hypothèse rassurante, c'était aussi faux. Commençons par ce que les os nous disent, car les preuves physiques à elles seules sont frappantes. Les femmes néandertaliennes n'étaient ni petites ni fragiles. Elles étaient puissamment bâties selon n'importe quel critère, avec des os denses, des points d'attache musculaires très développés et une structure osseuse faite pour l'endurance physique brute. Des études sur les squelettes féminins néandertaliens montrent des marques musculaires comparables à celles d'athlètes masculins modernes. Ce n'étaient pas des spectatrices dans un monde dangereux, leur corps avait été façonné par ce monde. Et puis il y a les blessures. Des fractures guéries trouvées sur des squelettes de femmes néandertaliennes suivent un schéma que les chercheurs jugent très parlant. Les fractures sont concentrées sur la tête, le cou et le haut du corps. Ce type précis de blessure correspond avec une régularité frappante à un groupe de personnes dans le monde moderne, les cavaliers de rodéo, des gens qui gagnent leur vie en s'approchant dangereusement de grands animaux imprévisibles. L'idée est difficile à ignorer. Les femmes néandertaliennes n'attendaient pas au camp. Elles participaient à la chasse. Cela remet déjà en cause tout ce que l'image populaire de la vie néandertalienne suggérait. Mais les preuves physiques ont leurs limites. Les os peuvent nous parler des corps, ils peuvent suggérer des comportements. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est nous dire qui étaient ces femmes les unes par rapport aux autres, d'où elles venaient, ou comment la société néandertalienne était réellement organisée autour d'elles. Pour cela, il fallait quelque chose que les os seuls ne pouvaient jamais fournir. Il fallait leur ADN. Et quand les scientifiques l'ont enfin obtenu, l'image qui est apparue n'était pas celle à laquelle on s'attendait. Au cœur des montagnes de l'Altaï, en Sibérie, se trouve une grotte qui est restée discrètement au centre de l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la recherche sur les origines humaines. Elle s'appelle la grotte de Tchagouirskaya. Et ce qui en est sorti, il y a quelques années, a changé en profondeur ce que nous pensions savoir sur la vie des Néandertaliens. Les fouilles à Tchagouirskaya durent depuis des années, mais c'est l'ampleur et la qualité de ce que les chercheurs y ont trouvé qui ont rendu le site extraordinaire. Les scientifiques ont mis au jour les restes d'au moins 13 Néandertaliens. Ce nombre, à lui seul, est remarquable. Mais ce qui rendait le site vraiment sans précédent, c'était la période concernée. L'analyse des restes a suggéré que ces individus ne s'étaient là pas accumulés dans la grotte sur des milliers d'années, comme c'est le cas sur la plupart des sites de fossiles. Ils avaient vécu dans la même fenêtre de temps très étroite, peut-être dans la même génération, peut-être des gens qui s'étaient connus. Pour la première fois, les scientifiques n'observaient pas des fragments dispersés d'une espèce à travers des millénaires. Ils observaient quelque chose qui ressemblait à une vraie communauté. L'ADN ancien a été extrait de plusieurs individus du site, y compris plusieurs femmes.
La qualité de conservation était exceptionnelle, ce qui compte énormément dans la recherche sur l'ADN ancien. Des échantillons dégradés ou contaminés peuvent produire des résultats trompeurs. Le matériel de Tchagouirskaya était assez propre pour fournir des données génétiques fiables et détaillées sur des individus ayant vécu il y a environ 54 000 ans. Les résultats ont été publiés dans une étude majeure en 2022 dans la revue Nature, produite par une grande équipe internationale de chercheurs. Cette étude a été aussitôt reconnue comme l'une des contributions les plus importantes à la science néandertalienne depuis des années. Mais l'importance de cette découverte ne venait pas seulement de ce que l'ADN confirmait, elle venait de ce que l'ADN révélait alors que personne ne le cherchait. Quelque chose de caché dans la structure génétique de cette petite communauté ancienne, quelque chose qui pointait directement vers les femmes. Quand les scientifiques ont commencé à analyser les données génétiques de la grotte de Tchagirskaya, la première chose qui a frappé n'a pas été une découverte spectaculaire, c'était une absence frappante, inquiétante, de diversité génétique. La diversité génétique, c'est la base de la résistance d'une population. Plus il y a de variations dans un patrimoine génétique, plus un groupe est incapable de s'adapter, de survivre aux maladies, de se remettre des pertes. Les humains modernes, même dans de petites communautés isolées, gardent un niveau minimal de diversité qui reflète des milliers d'années de déplacement, de brassage et de contact avec d'autres groupes. C'est l'une des choses qui ont rendu notre espèce si difficile à faire disparaître. Les Néandertaliens de Tchagirskaya n'avaient presque rien de cela. Quand les chercheurs ont calculé la taille effective de la population suggérée par les données génétiques, le chiffre était stupéfiant par sa petitesse. La population reproductrice de ce site a été estimée entre 10 et 20 individus. Pas 10 à 20 personnes dans la grotte à un moment donné. 10 à 20 individus contribuant au patrimoine génétique à travers les générations. Pour une espèce sociale capable de parcourir des centaines de kilomètres à travers un continent, ce chiffre représente presque une isolation génétique extrême. Pour le dire autrement, certaines des populations humaines les plus éloignées et les plus isolées de l'histoire montrent malgré tout beaucoup plus de variations génétiques que ce qui a été trouvé ici. La communauté de Tchagouirskaya n'était pas seulement petite, elle vivait presque à la limite de ce que la génétique des populations considère comme viable. Cela a soulevé tout de suite une question profondément inconfortable. Comment cette communauté arrivait-elle à se maintenir? D'où venaient les nouveaux apports génétiques? Comment évitait-il les dégâts cumulés de générations de consanguinité? La réponse était enfouie dans les données. Mais pour la trouver, les chercheurs ont dû examiner séparément les lignées génétiques masculines et féminines. Et c'est là que la partie la plus troublante a commencé. En génétique, il existe deux types d'ADN que les scientifiques utilisent pour suivre une lignée à travers un seul parent. L'ADN mitochondrial se transmet exclusivement de la mère à l'enfant. Le chromosome X se transmet exclusivement du père au fils. En les analysant séparément, les chercheurs peuvent reconstituer indépendamment l'histoire maternelle et paternelle d'une population. C'est un outil puissant. Et à Tchagouirskaya, il a raconté deux histoires complètement différentes. Les données du chromosome Akabak, donc les lignées paternelles, montrent vraiment ce qu'on peut attendre d'un petit groupe isolé. Une diversité limitée, cohérente avec des mâles restés dans la même communauté pendant des générations, se reproduisant dans un patrimoine génétique restreint. Les pères, les fils, les grands-pères, génération après génération, restés sur place. Les données mitochondriales racontaient l'inverse. Les lignées maternelles, les signatures génétiques transmises par les femmes, montraient un niveau de diversité qui ne correspondait pas au reste du patrimoine génétique de la communauté. Les femmes étaient génétiquement distinctes les unes des autres d'une manière que les hommes n'étaient pas. Ce n'est pas ce qu'on attendrait si les femmes étaient nées dans le même groupe que les hommes. C'est exactement ce qu'on attendrait si les femmes venaient d'ailleurs. La conclusion tirée par les chercheurs était nette. Les femmes de la communauté de Tchagirskaya n'étaient pas locales. Elles n'avaient pas grandi là. Elles venaient d'autres groupes et avaient été intégrées à celui-ci. Dans le langage de la génétique des populations, ce schéma s'appelle une dispersion à biais féminin. Les femelles se déplacent, les mâles restent. Un individu rendait ce point particulièrement fort. Une femme dont l'ADN mitochondrial reliait sa lignée maternelle non pas à la Sibérie, mais à une population du Caucase.
à des milliers de kilomètres. Elle était très loin de l'endroit où sa lignée maternelle avait commencé. Les femmes avaient été déplacées. Et ce simple fait ouvre une porte sur quelque chose de profondément troublant dans la façon dont la société néandertalienne fonctionnait réellement. La dispersion féminine n'est pas propre aux Néandertaliens, elle existe dans certaines sociétés humaines modernes, elle existe chez les chimpanzés. Dans certaines espèces, elle a un but évolutif clair, réduire la consanguinité dans les petits de groupe en faisant en sorte qu'au moins un sexe apporte de nouveaux gènes de l'extérieur. Comme mécanisme biologique, c'est logique, presque élégant. Mais la logique et l'élégance dépendent entièrement du contexte. Et ici, c'est le contexte qui rend cette découverte si troublante. Dans la plupart des espèces où cette dispersion féminine existe, les distances sont relativement modestes. Des groupes voisins, des territoires proches, une jeune femelle rejoint une communauté voisine, intègre un nouveau groupe et poursuit sa vie dans un monde qui reste globalement familier. Le bouleversement social est réel mais limité. Ce n'est pas ce que suggèrent les données de Tchagouirskaya pour les femmes néandertaliennes. Avec des tailles effectives de population aussi faibles, entre 10 et 20 individus, les groupes néandertaliens voisins n'étaient pas proches. Ils ne pouvaient pas se permettre de l'être. Trop de proximité entre des groupes aussi petits, en concurrence pour les mêmes ressources rares, dans un paysage glaciaire brutal, aurait été impossible à soutenir. Les distances entre des communautés néandertaliennes viables étaient presque sûrement immenses, parfois des centaines de kilomètres. La femme venue du Caucase n'est pas une exception qu'on peut écarter. C'est un indice qui pointe vers un schéma. Ces femmes ne se déplaçaient pas vers la vallée d'à côté. Elles étaient intégrées dans des communautés qui étaient en pratique étrangères, dans des paysages loin de tout ce qu'elles connaissaient, séparées de leur groupe d'origine par des distances qui, dans ce monde-là, étaient presque définitives. Nous n'avons aucun moyen de savoir si ce déplacement était choisi ou imposé. L'ADN ne peut pas nous le dire, mais il peut nous dire que, pour les femmes néandertaliennes, le déplacement n'était pas une exception. C'était l'architecture même de leur monde social. Et ce monde allait entrer en contact avec le nôtre. Nous savons depuis plus de 10 ans que les humains modernes portent ce de l'ADN néandertalien. La cartographie du génome néandertalien en 2010 l'a confirmé. Environ 1,9 à 2,1% du génome de chaque personne non africaine vivant aujourd'hui remonte à des ancêtres néandertaliens. C'est l'une des découvertes les plus profondes de l'histoire de la génétique. Nous ne les avons pas simplement remplacés. À un moment donné, notre espèce et la leur se sont mêlées, même brièvement, même partiellement. Mais la nature de cet héritage est révélatrice. Nous portons des fragments de leur ADN nucléaire, mais leur lignée mitochondriale précise et leur lignée du chromosome Y ont disparu du dossier humain. Elles ont été éliminées au fil de dizaines de milliers d'années, ne laissant qu'un héritage épars et fragmenté de leur existence. Ce mélange n'était pas une simple fusion entre égaux, mais une absorption génétique complexe. Pourtant, il est probable que les femmes néandertaliennes aient été le principal pont entre nos deux espèces. C'était déjà, au sein de leur espèce, les individus les plus habitués à passer dans des groupes inconnus. C'étaient elles qui bougeaient, qui s'intégraient et qui s'adaptaient à de nouvelles communautés par nécessité. Quand les humains modernes sont arrivés dans des territoires que les Néandertaliens occupaient depuis des centaines de milliers d'années, les femmes de cette espèce étaient, selon la logique interne de leur propre structure sociale, le point de contact le plus probable. À quoi ressemblait ce contact? L'ADN ne peut pas le dire. S'agissait-il d'une coexistence paisible, d'une intégration progressive ou de quelque chose de beaucoup plus sombre? Nous ne le savons pas, mais nous connaissons le résultat. Des fragments de leur code ont contribué à notre survie et leur propre espèce n'a pas survécu. Avec des groupes déjà réduits à 10 ou 20 individus, perdre ne serait-ce qu'un petit nombre de femmes reproductrices au profit de groupes extérieurs ou dans le flot de l'expansion humaine n'était pas simplement une perte. Cela pouvait être la fin d'une lignée entière. Si l'on rassemble tout, une seule image apparaît. Pas l'image spectaculaire que l'imaginaire populaire a préférée pendant un siècle, celle d'humains modernes balayant l'Europe et écrasant une espèce inférieure dans un conflit ouvert, quelque chose de plus silencieux et, d'une certaine manière, plus difficile à accepter. L'extinction des Néandertaliens n'a pas été un événement, ce fut un processus.
Un effondrement démographique lent et cumulatif, déjà engagé bien avant que les dernières populations ne disparaissent de Gibraltar il y a environ 40 000 ans. Et les mathématiques de cet effondrement sont d'une brutalité simple, de petits groupes isolés les uns des autres sur un immense continent gelé. Des femmes dispersées loin de leur groupe d'origine vers des communautés étrangères, une diversité génétique juste au bord de ce qui restait viable. Et puis, il y a environ 39 000 ans, l'éruption de l'Ignimbrite campanienne, le plus grand événement volcanique d'Europe depuis 200 000 ans. Les cendres se répandent sur 3 continents. Un hiver volcanique descend sur les territoires mêmes où se concentraient les dernières grandes populations néandertaliennes. Cette éruption n'avait pas besoin de tuer directement tous les néandertaliens, elle n'en avait pas besoin. Quand toute votre population régionale se compose de groupes dispersés de 10 à 20 individus, déjà fragilisés génétiquement, déjà en train de perdre des femmes reproductrices à cause de la dispersion et du contact avec les groupes humains modernes, un choc volcanique n'a pas besoin d'être une extinction immédiate. Il suffit qu'il pousse légèrement plus loin une trajectoire déjà engagée. La perte de quelques femmes dans un groupe de cette taille n'est pas une tragédie dont on se remet, c'est une fin mathématique. Ce qu'il y a de plus troublant dans cette histoire, ce n'est pas la violence de la fin. Il n'y a pas eu de grande scène de violence. C'est son invisibilité. Pas un seul moment catastrophique. Juste l'arithmétique silencieuse d'un nombre trop faible d'individus, trop éloignés les uns des autres, trop isolés génétiquement pour absorber une perte de plus. Ils ne se sont pas effondrés d'un coup. Ils ont simplement perdu toute marge. Imaginez-les une dernière fois. De petits groupes dispersés sur un continent glacé. Des femmes loin de l'endroit où elles étaient nées, intégrées dans des communautés étrangères, élevant des enfants dans un monde qui devenait plus froid, plus sombre et plus silencieux à chaque génération. Elles n'avaient aucun moyen de savoir quelles étaient les dernières. L'ADN ancien nous a donné quelque chose d'extraordinaire, pas seulement des données, des estimations de population et des schémas de dispersion, il nous a donné des aperçus de vie individuelle. Une femme dont la lignée maternelle remonte au Caucase, retrouvée à des milliers de kilomètres dans une grotte de Sibérie. Elle était réelle, elle a fait ce voyage ou bien ses ancêtres l'ont fait. Et elle est morte parmi des gens qui n'étaient pas les siens. Ce n'est pas une statistique, c'est une vie. L'héritage néandertalien n'a pas totalement disparu. Il vit en nous, littéralement, tissé dans le génome de chaque personne non africaine sur Terre. Une partie de cet héritage a été portée vers l'avenir par ces femmes, à travers des distances impossibles, au fil de rencontres que nous ne comprendrons jamais complètement. Ce que l'ADN a révélé sur les femmes néandertaliennes est troublant. Précisément parce que c'est profondément humain. Le déplacement, l'isolement, la survie aux limites de ce qui est supportable. L'histoire aurait dû leur offrir mieux, la science est enfin en train de leur rendre leur histoire.